Bonjour à tous, ça fait plaisir. Je vois que vous êtes nombreux à venir sur un sujet Java, sur le futur de Java. Et nombreuses. Donc ce talk, on va vous parler value types. Mais avant tout, petite spoiler sur le menu de la cantine ce midi. C'est un magnifique chou romanesco. Alors pourquoi on vous montre ça? C'est parce qu'il a une structure assez fascinante, qui est une structure fractale. C'est-à-dire qu'on a des motifs qui se répètent, il y a une autosimilarité, et on a des détails, en fait, quel que soit le niveau de zoom. Donc on a ça dans la nature, sur des fougères, sur des traits de côte, sur pas mal de choses. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler des fractales de Mandelbrot, donc ce mathématicien franco-américano-polonais, dont l'ensemble de Mandelbrot est assez célèbre. Il est défini de telle manière, donc c'est l'ensemble des points du plan complexe, notre petit c, qui répondent à cette condition. Donc en fait, on va calculer une suite itérative qui est définie de telle manière, et on va regarder si cette suite elle est bornée ou pas. Et si elle est bornée, on est dans l'ensemble de Mandelbrot, sinon on ne l'est pas. Donc ça, c'était pour la parenthèse mathématique. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, comment on peut la construire. Donc je suis sur le plan complexe. Donc je prends un point et puis je calcule un certain nombre d'itérations comme ça. Puis là, je vois que je pars assez loin. Donc le point n'est pas dans l'ensemble de Mandelbrot. Et éventuellement, ici par exemple, je vais avoir ce genre de comportement. J'ai beau calculer beaucoup de points, on voit que ça finit à se cantonner dans une région qui est stable. Donc ici, le point est dans l'ensemble. Et on peut faire ça donc, sur tous les points du plan complexe. Et on a ces jolis comportements. Donc parfois, ça s'entortille et c'est stable. Et parfois, c'est assez chaotique. Et puis, ça finit par diverger. Donc là, on n'est pas dans l'ensemble de Mandelbrot. Donc, petit spoiler, là, il y a l'image qui est derrière. Donc ça, c'est l'image, je pense, que certains d'entre vous doivent déjà connaître, qui est cette forme de cardioïde, qui est la représentation de l'ensemble. Et ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est éventuellement une version colorisée, où on va calculer une vitesse de divergence. Est-ce qu'on diverge très vite ou pas? Et donc ça permet d'avoir cette petite image colorée qui est un petit peu plus visuelle et sympathique. Et donc si on veut implémenter ça en Java, parce qu'on est là pour parler Java quand même, moi je vais faire ça avec des primitifs, parce que les primitifs c'est rapide. Je vais implémenter ce petit algorithme. Alors on voit qu'on retourne un entier, c'est justement cette vitesse de divergence. Le nombre d'itérations. C'est ça, exactement, le nombre d'itérations. Mais on voit quand même que c'est un petit peu compliqué parce que c'est des nombres complexes, donc i carré égale -1, il faut faire pas mal de choses. Donc on a ce petit algorithme qui est quand même, sans être trop compliqué, mais il est quand même un petit peu lourd à lire. Alors ce que j'aimerais faire éventuellement, c'est bénéficier un petit peu de ce que la programmation orientée objet me propose. Donc je vais définir une classe, un record en l'occurrence, complexe, et à l'intérieur duquel je vais pouvoir déclarer un certain nombre de méthodes. Et ça va être assez pratique, parce que finalement, mon algorithme, il devient tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus simple. Je vois clairement la formule en fait, de l'algorithme ressurgir dans le code. On a notre z égale z².add, donc on voit vraiment la formule, ça y est, elle saute aux yeux. Et puis, accessoirement, j'ai quand même un typage fort, de l'encapsulation, enfin toutes les joies, tous les bénéfices de la programmation orientée objet. Mais évidemment, il y a un petit hic, c'est que ce qui est beau est cher. Et là, donc, on a réalisé un benchmark avec Jusqu'à GMH. présent, tout ce qui est beau est cher. Et finalement, la partie avec les records, elle est quand même 10 fois plus gourmande que la partie avec les primitifs, l'algorithme avec les primitifs. Donc, c'est beau, mais c'est cher. Voilà, faut choisir. Soit on a du code rapide, mais pas beau. Soit on a des belles abstractions, mais on paye le prix. Donc, je suis Clément Detas, je suis tech lead chez Siam, cabinet de conseil avec une forte expertise en Java, DevOps et IA. J'ai quelque chose sur mon GitHub, notamment toutes les applis qu'on vous montre là, elles sont dispo sur mon GitHub si ça vous intéresse. Je suis aussi cofondateur d'un meet-up à Toulon qui s'appelle Toulon Dev. J'adore Java et les technos qui tournent autour, et je fais aussi de la bière. Et donc moi je suis Rémi Forax. Donc moi je suis un enseignant à l'université de Marne-la-Vallée, enfin enseignant-chercheur. Donc je passe la moitié de mon temps à martyriser des élèves et l'autre moitié de mon temps à pelleter des nuages à peu près.
Donc moi, je fais partie des gens qui créent les specs de Java, comment Java devrait être dans le futur. Et aussi, je maintiens quelques soft open source. Donc ce qu'on va vous dire, c'est vrai maintenant, mais peut-être dans une heure, dans une journée ou ainsi de suite, ça ne sera pas vrai, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore réalisé. Ça va arriver. Donc surtout, faites pas des plans sur la comète en disant « Ah, c'est sûr, ils nous ont dit que machin, il y aurait ça qui arriverait. » D'accord? C'est juste vrai maintenant, entre nous. Sortir pas de la salle. Donc le projet Valhalla, c'est un projet qui a été démarré juste après la release de Java 8, donc il y a longtemps, très longtemps. Et l'idée, c'est justement de plus avoir à faire le choix entre avoir un algo qui est lisible ou avoir du code qui est lisible et les performances. Alors c'est même un peu plus que ça. C'est si je veux définir une valeur comme une heure, comme une journée ou ainsi de suite, actuellement ce genre de toute petite classe, on paye un coût assez énorme quand on les utilise, mais on en a quand même besoin parce que ça évite de se retrouver avec du code qui dit que faudra exécuter je sais pas quoi à l'heure 42. Alors pourquoi ça a été si long de faire ça? Parce qu'on veut pas casser le code en Java, bizarrement. Alors il y a plein de gens qui voulaient casser le code jusqu'à temps que Python ils essayent de le faire. Donc maintenant c'est un peu moins... je pense que les gens ont vu qu'est-ce que ça donnait. Mais ça veut dire refactorer le code. En fait, refactorer plutôt la façon dont la machine virtuelle exactement voit Java. Donc c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Alors je crois qu'on avait compté, on a implémenté 7 prototypes. Alors ce qu'on appelle un prototype, c'est une implémentation complète du code. Donc c'est pour ça que c'est un peu long. Brian Goetz, donc, qui est le chef du groupe, voilà, il appelle ça c'est Epic Refactor. Je pense qu'on a quelque chose là maintenant qui est pas mal. L'idée initiale, c'était de dire, vous codez vos classes et à l'exécution, ça marchera comme des entiers. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. On a légèrement un petit peu dérivé après, parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est ça l'idée. Avoir l'abstraction sans en payer le prix. Voilà. Et puis avoir une des premières choses que vous avez pris en Java, qui était qu'on avait les objets d'un côté, où on peut faire des belles constructions, et on a les primitifs de l'autre. On est dans notre hutte et on n'a pas grand-chose qu'on peut faire. Donc il y a une JEP qui s'appelle la JEP 401 qui décrit bien plus que tout ce qu'on va vous dire. Et c'est ce qui va arriver en Java. On sait que c'est notre unité pour démarrer. Après, il y aura plein d'autres choses. Mais ça sera notre première pierre qui va arriver en Java. Donc vous pouvez la lire. Normalement, c'est lisible. Si vous trouvez que c'est pas lisible, vous allez sur la mailing list de Valhalla et vous faites « Ah, c'est pas lisible » et on corrigera. Donc ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est la JEP 401 et un peu ce qui va derrière. Petit rappel pour tout le monde. D'accord. On a 2 endroits où on a des valeurs en Java. On a la pile d'un côté et on a le tas de l'autre. La pile, c'est ce qui sert à exécuter l'endroit où on fait les calculs. D'accord. Le tas, c'est ce qui sert à stocker les objets. D'accord. Et ce qu'on va vous expliquer, c'est qu'on va avoir un certain nombre d'optimisations, mais malheureusement pas exactement les mêmes entre les optimisations qu'on a sur la pile et les optimisations qu'on a sur le tas. Donc il va falloir réfléchir un petit peu avec ces deux concepts. Donc, ce qu'on a actuellement, d'accord, c'est que si on regarde, lorsqu'on fait des calculs sur la pile, les primitifs
on utilise directement les valeurs. Dans le cas où c'est des objets, on a des pointeurs vers ces valeurs-là. D'accord ? C'est ce qu'on a actuellement. Et c'est des pointeurs vers où ? C'est des pointeurs vers le tas qui est géré par le garbage collector. Ça veut dire que l'ensemble de tous les champs sont dans le tas, l'ensemble de toutes les variables locales. Vous savez, les trucs où vous mettez des vars devant, enfin, peut-être, vous mettez des vars devant, ça sera dans la pile. Donc le but, c'est d'essayer de réconcilier nos classes d'un côté, alors que je fasse du bon sens, nos classes d'un côté et nos types primitifs de l'autre. On va essayer de les réconcilier, c'est-à-dire de trouver une sorte de juste milieu. Et on va faire ça en 2 temps. On va trouver une sorte de milieu, et puis après, c'est pas beau parce que maintenant, on aura 3 sortes de types. Et donc, on essayera de se débrouiller pour que les primitifs, on les rétrofit dans le type du milieu. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Globalement, une classe, le truc le plus important pour une classe, c'est que ça a une identité. Alors, c'est quoi une identité ? Ça a une adresse en mémoire. D'accord ? Les instances de classe ont des adresses en mémoire. Et comme j'ai des adresses en mémoire, je sais où elles sont, donc je peux modifier les valeurs, puisque j'ai un endroit où elles sont. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas être à 2 endroits à la fois ? On est forcément à un seul endroit ? Donc j'ai le droit de les modifier ? Puisqu'elles sont qu'à un seul endroit. Mes valeurs, tous mes champs sont qu'à un seul endroit. D'accord ? Bien sûr, quand j'ai des classes, ça veut dire que j'ai des méthodes, je peux implémenter des interfaces, je peux faire des abstractions. Ça, c'est génial. D'accord ? Autre chose, comme tout est des pointeurs, j'ai le droit d'utiliser nul, qui est un peu un truc marrant, parce que c'est à la fois une bonne chose et à la fois une très mauvaise chose. Mais on en a besoin. Et j'ai l'intégrité, donc ça qui est un truc extrêmement important, qui est, quand je vois ma valeur, je ne peux pas voir la moitié de ma valeur. D'accord ? Je ne sais pas si vous savez, mais pour les types primitifs, si j'ai des types primitifs sur 64 bits, et que je suis sur une machine 32 bits, je peux voir la moitié de la valeur haute et la moitié de la valeur basse. D'accord ? Je ne vais pas avoir ce problème-là avec les classes, parce que c'est géré avec des pointeurs qui sont toujours une unité spécifique, enfin représentée par une unité spécifique dans le CPU. Donc les primitifs, ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas d'adresse en mémoire, vous êtes d'accord ? On utilise directement la valeur, on n'a pas d'adresse en mémoire. Et le truc qui est magique avec les types primitifs, c'est qu'on utilise les valeurs directement, que ça soit sur la pile ou que ça soit dans le tas. On n'utilise jamais de pointeur. D'accord ? Si vous comparez par exemple avec Python, les types primitifs en Python sont toujours stockés avec des pointeurs. Ce n'est pas le cas en Java. Et donc, on va aller se mettre en plein au milieu et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc, on veut des classes. Donc, on va appeler ça des value classes parce que basiquement, ce qu'on veut, c'est des classes. On veut garder l'encapsulation, on veut garder les méthodes. D'accord ? Par contre, on va perdre l'identité. Alors, pourquoi on veut perdre l'identité ? On va faire exprès. On va dire, je veux une classe, mais pas une classe normale. Je veux une classe amoindrie. Pourquoi ? Parce que si je perds l'identité, ça veut dire que je ne suis pas à un endroit particulier. Donc ça veut dire que je ne suis pas forcément à un endroit. Je peux stocker directement les valeurs. Je ne suis pas obligé de les mettre quelque part. D'accord ? Si je perds l'identité, je perds aussi la mutabilité, puisque j'ai plus un seul endroit où mon truc il peut être. Je peux avoir les valeurs à plusieurs endroits. Forcément, il faut que mes trucs ils soient non mutables. Or ça tombe bien parce qu'on sait que de toute façon, si on fait des trucs mutables, c'est lent. Donc autant faire des trucs non mutables. Sur la pile, on va avoir la garantie que quand on manipule des instances des value class, on va manipuler directement les valeurs. On ne les manipulera pas par pointeur. Par contre, dans le langage, ça sera toujours considéré comme des références. C'est juste des références qui ne sont plus des pointeurs. Mais ça reste des références. Le truc qui est un peu embêtant, c'est qu'elles peuvent être aplaties sur la heap. Elles ne le seront pas forcément. On va voir pourquoi. C'est-à-dire qu'on va garantir que sur la pile, à l'endroit où on fait les calculs, on aura directement les valeurs et pas des pointeurs. Mais on ne peut pas garantir, et on va voir pourquoi, que quand on les stocke dans des champs, ces objets-là, ça sera peut-être quand même des pointeurs. D'accord ? Et on va voir pourquoi. Les instances peuvent être nullables. D'accord ? C'est magique. Ça nous a bien embêtés. Et on peut perdre l'intégrité.
pour des questions de performance, d'accord, si on garde l'intégrité, alors ça veut dire que forcément, si on a une nouvelle valeur, il faut faire qu'une seule lecture et qu'une seule écriture. Maintenant, si j'ai des value class, je peux avoir plusieurs champs. Et ça va être difficile de garantir que j'aurai qu'une seule lecture et qu'une seule écriture. D'accord ? Donc, je pourrais moi indiquer en tant que développeur, l'intégrité ne m'intéresse pas. Voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir ces value class. On va vous expliquer comment ça marche. Et dans un second temps, on virera les primitifs et ça sera tous des value class. Et on aura gagné. Dans 10 ans. Donc on a un nouveau mot-clé qui s'appelle value. D'accord. L'implémentation du point de vue du développeur est extrêmement simple. Je rajoute le mot-clé value devant classe et c'est fini. Je n'ai pas besoin de recompiler. Je n'ai pas besoin de rien faire. De toute façon, toutes les optimisations vont être faites par la machine virtuelle. Donc je peux avoir value devant une classe, value devant un record. Ça veut dire que je renonce au fait d'avoir une identité. D'accord ? Donc je pense qu'on peut passer directement. Donc voilà l'intérêt. Si on reprend notre splendide benchmark de boucle, comme on fait tout sur la pile, si vous avez regardé, c'est juste un algorithme, d'accord ? On fait tout sur la pile. Bah, ce que j'ai fait là sur l'implémentation, c'est que j'ai juste pris mon record et j'ai rajouté value devant. J'ai rien changé dans mon implémentation. Donc je gagne l'abstraction et j'ai les performances des types primitifs. Parce que c'est juste du calcul. Le calcul il se fait sur la pile. Et avec les value class, on garantit qu'on ne manipule pas les choses par des pointeurs. On ne paye pas le coût des pointeurs. Donc on a du code beau et rapide, ce qui est quand même cool. La petite démo sur l'application, justement, on va voir ça de manière concrète. Donc ici, j'ai une application là, écrite en JavaFX qui permet de visualiser l'ensemble de Mandelbrot. On a trouvé celui qui faisait du JavaFX. Ouais. Coupable. Une des 3 personnes sur Terre. Et en fait, bon, alors là, j'utilise l'algorithme qu'utilisent les types primitifs. Là, c'est notre petite boîte stratégie. Et ici, par exemple, je vais aller voir la vallée des... je sais plus ce que c'est là. Je vois en bas à gauche le temps de calcul approximatif de mon image. Donc là, je vois que par exemple, ici, je suis aux alentours de un peu moins de 200 millisecondes. OK. Je passe sur mon implémentation en record. Je me déplace pour recalculer. Et là, déjà, ça saccade comme il faut. J'ai mis 3 secondes pour calculer l'image. Donc là, c'est clairement... le code est beau, mais franchement, l'application, elle est plus belle du tout. Donc c'est super long. Et finalement, je rajoute mon petit mot-clé value en gardant exactement la même implémentation. Et à nouveau, comme par magie, ça y est, j'ai les performances que j'avais avec mon algorithme primitif. Donc c'est super. J'ai un code qui est beau et j'ai une application qui est relativement rapide. Pour regarder un petit peu plus en détail, on a fait un enregistrement JFR où on calcule à chaque fois la même séquence d'images sur les 3 algorithmes. L'algorithme avec record, l'algorithme avec type primitif et avec les value record. Et on va aller voir un petit peu ce que ça donne dans JMC, donc le JDK Mission Control. Ici, j'ai mon enregistrement JFR où j'utilise des types primitifs. Alors sans grosse surprise, il n'y a pas grand-chose à voir justement sur cet enregistrement, si ce n'est qu'il n'y a pas de pression sur le garbage collector, c'est normal, on n'est pas en train d'allouer des objets. C'est un petit peu notre maître étalon sur ce qu'on va comparer juste à côté. Donc ici, c'est un petit peu la catastrophe. Sur mon algorithme avec les records, donc ceux avec identité, les records classiques qu'on connaît, je vois que j'alloue énormément d'objets complexes. Alors, évidemment, le scénario il est un petit peu caricatural, mais en tout cas, ça met bien en lumière ce qui se passe. Là, j'ai 107 gigas d'allocation de mémoire. J'ai dû calculer une dizaine d'images, hein. C'est pas grand-chose. Et le garbage, là, il est un petit peu en stress. Il n'arrête pas de s'activer pour réclamer la mémoire à chaque fois. Il utilise bien le garbage collector. Oui, mais j'aimerais qu'il dorme aussi, c'est bien. Et le 3e enregistrement, donc je suis sur les value record. Et j'ai quelque chose d'assez intéressant, c'est que je retrouve un petit peu le profil que j'avais sur les types primitifs. J'ai plus la pression que j'avais sur le garbage collector.
Et Pourtant, il y a Pourtant, quand même j'ai- certaines allocations, si j'ai- vous regardez. j'ai des allocations quand même, mais alors très peu. Elles sont marginales. J'ai quelques mégas d'allocations. Alors pourquoi j'ai quand même des allocations? Parce qu'en fait, c'est une optimisation qui est faite par le JIT. Voilà, les value class, c'est pas une optimisation qui est faite par le compilateur. JavaC fait rien, en fait. Un petit flag quand même dans le... Il met juste un petit flag en disant, juste un bit disant ceci est une value class. Mais toutes les optimisations, elles sont faites par la VM. Et elles ne sont pas faites par l'interpréteur. Donc comme l'interpréteur ne fait pas d'optimisation, on va avoir quelques allocations au moment où l'interpréteur s'exécute, puisqu'il n'y a pas d'optimisation par l'interpréteur. Par contre, dès que les JIT rentrent en jeu, que ça soit C1 ou C2, enfin, je ne sais pas si vous savez, il y a 2 JIT qui sont l'un derrière l'autre, eux par contre, ils vont cracher du code optimisé, du code assembleur optimisé, et là on n'aura plus les allocations. Donc techniquement, ce qu'on vous a dit sur la pile, c'est garanti de ne pas avoir des allocations, c'est vrai à partir du moment où les JIT se déclenchent. Et le code assembleur que le JIT va injecter, justement, il va faire en sorte qu'on va pouvoir extraire le contenu de notre value class, les valeurs, et les utiliser directement, vont être directement chargés dans les registres du CPU. C'est un processus qu'on appelle la scalarisation. En fait, c'est extraire le contenu, les composantes de ma classe, et les exploiter directement, ce qui évite justement d'allouer un objet sur le tas. Voilà. L'idée, c'est on prend les valeurs des champs et on les met directement dans les registres. On peut faire ça parce que justement, nos value class, elles ne sont pas modifiables. Donc on peut stocker directement les valeurs dans les registres et utiliser les valeurs dans les registres. On n'a pas besoin d'avoir un objet réel qui existe. Il existe au niveau du code, il n'existe pas au niveau de l'exécution dès qu'on exécute du code assembleur. Donc là, on vous a montré les histoires de performance. Mais en fait, ce n'est pas qu'une optimisation qui sert aux performances. Si on réfléchit un petit peu, il y a plein de choses qu'on écrit en sachant que si je l'écris différemment, je ne vais pas avoir les bonnes performances. Mais ce n'est pas la meilleure écriture. Par exemple, je pense que vous avez tous écrit des builders. On écrit tous des builders mutables. On mute tous les trucs. On ne recrée pas des nouvelles instances à chaque fois. Bah, si je déclare mon builder avec value devant, je ne vais pas payer les nouvelles créations de choses, donc je peux faire des trucs non mutables. Et c'est vachement plus facile à débugger. Parce que j'ai plus d'état. Si je regarde ma valeur, elle est maintenant figée. Donc ça veut dire que ça va... voilà, on peut le voir comme une optimisation en termes de performance, mais ça va enclencher aussi des changements au niveau des librairies qu'on peut utiliser. Ça veut dire que je peux avoir plein de petits objets non modifiables et pas payer les coûts des choses. C'est quand même assez cool. Allez, on propose de regarder un petit peu les propriétés des value objects. Du code. Voilà, un petit saut dans l'IDE. Alors voilà, ça y est, j'ai mon value complexe. Alors je l'ai appelé value complexe. Donc il y a un value object, puisque j'ai mon mot-clé value. Alors accessoirement, là je suis sur la version courte du main, pour ceux qui ont upgradé à Java 25. Donc je vais instancier deux value objects, deux value complexes, qui ont exactement les mêmes valeurs. Alors, on a ces nouvelles API qui sont disponibles sur la classe isValue isIdentity, qui va nous renvoyer le fait que c'est une classe avec identité. Ah, donc on peut tester le bit, comme vous avez dit qu'il y avait sur Exactement. les classes, et demander est-ce que c'est une valeur ou est-ce que c'est une identity class. Donc les anciennes classes, maintenant on va les appeler des identity classes, puisque c'est des classes qui ont une identité. Tandis que les value classes, c'est des value classes. Et la première chose qui est intéressante de regarder, c'est au niveau du égal-égal. Parce qu'on sait qu'égal-égal, on ne compare pas le contenu, on compare les références. Normalement. Mais sur des value objects où on a renoncé à l'identité, finalement la sémantique du égal-égal, elle est à revoir. Donc qu'est-ce qui se passe si j'exécute mon code sur des value objects? Je remonte un petit peu. Finalement, bon, sans grande surprise, value true, identity false, ok, l'API fonctionne. Et finalement, j'ai mon C1 qui est égal à mon C2, alors que j'ai fait deux new. Donc finalement, ce qui est fait, c'est que les champs sont comparés 2 à 2. C'est le contenu. C'est le contenu qui va être comparé.
puisque c'est des value class, il y a plus des instances de value class, j'ai plus d'endroits en mémoire, donc je peux pas comparer les endroits en mémoire, parce que j'ai pas d'endroits en mémoire. Donc c'est les valeurs directement qui vont être comparées. Ce qui est quand même assez cool. Notez que c'est pas récursif. Si vous avez des value class qui contiennent une string, ça va faire des égal sur la string. Ce qui n'est pas forcément ce que vous voulez non plus. Les equals ne vont pas disparaître. Mais si vous avez que des types primitifs, ça fera des égal sur tous les types primitifs. Ou les autres value class. Si vous avez des value class dans les value class. On peut s'intéresser aussi au identity hashcode. Alors identity hashcode, c'est quelque chose qui nous renvoie une valeur, la valeur du hashcode si on l'override pas. On peut demander qui connaît identity hashcode. Ouais, très peu de gens. C'est bien. Ouais, L'utilisez pas, vous perdez en perf si vous l'utilisez. Et en fait, basiquement, quand on l'utilise, la JVM hotspot, elle tire un nom pseudo aléatoire, elle le stocke dans le header. Ouais, c'est ça. Finalement, pour les value type. Donc par défaut, identity hashcode, c'est la valeur de hashcode qui est renvoyée si jamais vous redéfinissez pas hashcode. Il faut bien envoyer une valeur. Et la façon dont c'est implémenté, c'est la première fois qu'on demande, on tire une valeur aléatoire et on la stocke dans le header des objets. Mais dans les cas des value class, les instances n'ont pas de header. Donc il faut trouver une nouvelle façon de calculer les identity hashcode. Et donc c'est calculé en utilisant les champs. Donc comme on a les mêmes valeurs de champs, on va avoir les mêmes valeurs ici, là. Ouais. Les mêmes valeurs de identity hashcode. Alors, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est l'aspect synchronisation. Qu'est-ce qui se passe si je tente de faire un synchronize sur une instance de value object? Alors, ici, il y a déjà mon IDE qui n'est pas très content. Mais moi, je propose de ne pas faire confiance à l'IDE. Je vais lancer quand même une compilation. C'est quand même expérimental, hein, donc ce qui se passe dans l'IDE, il ne faut pas trop croire. Et en effet, le compilateur n'est pas très content. Il nous dit que le synchronized, il attend une instance de type avec identité. D'accord? Parce que synchronize, globalement, c'est pareil, ça utilise certains bits du header pour dire je possède le lock ou je possède pas le lock. Et comme j'ai pas de header, je peux pas faire des synchronize dessus. Alors je peux essayer de flouer le compilateur, parce que moi je suis un malin quand même. Donc je fais un objet, et je synchronise sur l'objet. Alors là, l'IDE n'est pas content, mais en fait le compilateur va être content. Donc ça compile. Parce qu'en Java, on reste compatible, donc j'ai le droit de faire des synchronize sur n'importe quel objet. Là, j'ai réussi à exécuter mon code. Hein. Par contre, j'ai une identity exception, donc ça c'est quelque chose qui est nouveau dans Valhalla, et qui me dit au runtime, donc la vérification est quand même faite au runtime, qui nous dit que je ne peux pas faire de synchronize sur une instance d'un value class. Voilà. Normalement, le compilateur vous le dit si c'est typé comme un value class. Par contre, si c'est typé comme object, c'est l'exécution que vous aurez une exception en disant je ne peux pas le faire. Bon, weak référence, on va vous en épargner parce qu'on est un peu short. Ah oui, initialisation strict. Rémi, parle-nous-en. Oui, donc on a un petit problème technique. Pour que le JIT marche bien, il faut qu'on ait la garantie que quand on voit l'objet, tous les champs sont initialisés. Et on a un léger bug. Même quand vous créez des objets qui sont non modifiables, vous êtes d'accord que vous les modifiez, les champs, dans le constructeur? Donc vos objets, ils ne sont pas vraiment non modifiables? Ils sont non modifiables après le constructeur? Donc il faut qu'on ait la capacité de faire ça pour les value class. C'est de dire au JIT, à partir de ce moment-là, tu peux optimiser. D'accord? Et la façon dont ça a été fait, c'est de dire, pour les value class, il faut que tous les champs soient initialisés avant l'appel à super. Parce que le JIT peut voir est-ce que j'ai fait l'appel à super ou pas faire l'appel à super, et optimiser ou pas en fonction. Donc c'est quelque chose qui est déjà redescendu dans Java 25. Je ne sais pas si vous savez que vous avez le droit d'écrire du code avant les appels à super maintenant. Vous pouvez initialiser vos champs avant l'appel à super. Donc c'est quelque chose qui est obligatoire pour les value class, mais que vous pouvez faire pour n'importe quelle classe. On peut le regarder en action, comment elle fonctionne cette JEP. Alors ici, donc on a, pour l'instant, c'est pas une value class encore. Néanmoins, donc j'ai une classe qui est safe complexe parce qu'en fait je fais un petit peu de contrôle d'intégrité. J'ai pas envie que mes valeurs soient des nan. J'aime bien quand c'est des nombres.
Donc je fais un petit peu de vérification, et puis je ne pouvais affecter mes champs qu'après l'appel à super. Maintenant, ce que je peux faire, en fait, ou peut-être montrer que ce qui se passe avec value. Vous voyez, j'ai juste mis le mot-clé value, ça y est, j'ai une value class. Je vais exécuter mon code. Donc là, on peut voir que IntelliJ n'a pas été mis à jour, il ne comprend pas encore ça. Parce que normalement, il devrait râler. Bah, Java C le dit bien, mais IntelliJ ne le dit pas encore. En tout cas, il le dit à la compilation, puisqu'il me dit que le champ RE, c'est un champ qui doit être strictement initialisé, puisque je suis dans une value class, et ça n'a pas été fait avant l'appel au superconstructeur. Bah, donc je vais m'exécuter. Le compilateur, il a toujours raison. Donc je le fais avant. Donc on a cette partie maintenant qui s'appelle le prologue, grâce à cette JEP, dans laquelle on peut réaliser un certain nombre de choses, dont l'initialisation des champs, et d'ailleurs pour les types, les value types, c'est obligatoire. Allez, je vais relancer mon petit sample. Et là, normalement, le compilateur devrait être content. Voilà, ça compile. Alors je peux faire aussi, il y a certaines choses que je peux faire, certaines choses que je ne peux pas faire. Voilà, dans ce prologue, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avant l'appel à super? Donc je peux affecter les champs, voire même je dois le faire. Je ne peux pas faire des choses qui vont référencer this. Par exemple, appeler une méthode. Alors déjà, là, dans l'IDE, je l'ai, quand même, c'est du Java 25. Ça, je ne peux pas le faire. Je vais être obligé de le faire après l'appel à super. Par contre, tout ce qui est contrôle d'intégrité, là, qui ne fait pas référence à this, je peux le mettre avant, et j'ai même tout intérêt à le mettre avant, puisque si les données passées dans le constructeur sont invalides, bah, j'ai pas envie de faire le reste, parce que je vais manger du CPU et pour rien, quoi. On n'est pas obligé d'initialiser les champs avant. Voilà, donc là tout fonctionne, je peux faire, et je suis même encouragé à le faire, de faire mes contrôles d'intégrité avant, l'initialisation de mes champs, et ensuite je peux faire l'appel à super. Et ce qui n'est pas trop mal normalement, c'est que je dois pouvoir l'enlever. Hein. Parce que le compilateur il va le mettre au bon endroit. Oui. Dans le cas où on a des value class, le compilateur, au lieu de mettre le super au début de la classe, au début du constructeur, il le met à la fin. Donc ça marche. Oui, sauf que j'ai fait l'appel à la méthode. Ok. Ok pour l'initialisation. Voilà, donc moi c'est quelque chose où, avec mes étudiants actuellement, puisqu'on est en Java 25, je les force à faire toutes les initialisations avant l'appel au constructeur. Comme ça, je suis sûr qu'ils n'utilisent pas this avant l'appel à super. Ils ne peuvent pas utiliser this avant, donc ils ne se retrouvent pas à appeler des méthodes avec un objet pas fini d'être initialisé. Ce qui est quand même relativement intéressant. Donc dans le JDK, on a déjà un certain nombre de classes qui sont taguées avec une annotation qui s'appelle value based. Je ne sais pas si vous avez été voir. On a globalement toutes les boîtes, là, integer, long et ainsi de suite, ou les optionales ou les local date. Tous ces objets-là, quand Valhalla arrive, ils vont se transformer en value class automatiquement. Donc ça veut dire qu'on ne payera plus le coût du boxing. Ouais. Pour optional aussi. D'accord. Je pense que vous savez tous que votre IDE, il vous hurle dessus quand vous passez des optionales en paramètres. C'est juste dû au coût du boxing. Les IDE devraient plus râler quand on en ravale là. Et ça fait un petit moment quand même que le JDK il nous avertit de ce changement. Oui, alors c'est... DK16. C'est quand on commence à essayer de faire des égal sur ce genre d'objet-là. Des synchronize. Ou des synchronize ou ainsi de suite. À partir de Java 16, vous avez des warnings. Pour, justement, donc c'est pareil, c'est des choses qui sont redescendues déjà dans le JDK pour dire arrêtez de faire ça. Parce que ces trucs-là, ils vont plus marcher. Enfin, c'est pas qu'ils vont plus marcher, c'est qu'ils vont marcher différemment. On a vu que le égal marchait différemment. Ah puis oui, ça c'est important quand même. Donc effectivement, comme c'est une optimisation de la machine virtuelle et pas du compilateur, d'accord, ça veut dire que si vous prenez un JDK qui supporte Valhalla, automatiquement, tous les programmes qui ont déjà été écrits, qui utilisent des integers, des optionales ou ainsi de suite, sont automatiquement optimisés. Même votre librairie Java 1.2 que vous tirez de Maven, mais qui fait ça, sera optimisée. Tout le monde le fait. Vous ne tirez pas directement cette librairie-là, vous tirez une librairie qui prend une librairie qui prend une... Enfin bon, bref. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que même si vous n'écrivez pas de value class,
de toute façon, les value class du JDK, eux, seront optimisés. On peut s'en convaincre avec une petite démo, notamment sur Integer. Alors, pour les plus affûtés, on sait qu'il y a un cache sur Integer, entre moins 128 et plus 127. Donc là, je prends volontairement des valeurs hors du cache. Donc, pré-Valhalla, j'aurai deux instances différentes d'Integer. Ça, c'est enfin, entre guillemets, corrigé avec Valhalla, puisque Integer devient un vrai value type. Donc finalement, mon égal entre mes deux ints, avec des valeurs hors du cache, c'est true. Voilà, là, j'ai tout qui est true. Donc, après, je m'amuse à le faire juste pour vous montrer avec les autres types primitifs qu'on connaît. D'un certain côté, ça veut dire que le boxing a été fixé, enfin les integers, maintenant on peut faire des égal, ça marche. À part not a number. Parce que not a number, c'est pas un seul nombre, c'est plusieurs nombres pour le CPU. Et quand on fait des égal avec les value class, il compare que les bits soient strictement identiques. Donc, à part not a number qui fait chier tout le monde comme d'habitude, tout le reste marche très bien. Alors, on va s'intéresser un petit peu à la gestion de la mémoire sur le tas. Alors ici, ce qu'on fait pour le calcul des orbites, donc les orbites, c'est tous ces points qu'on calcule de notre suite là, de l'algorithme de Mandelbrot. Donc là, je calcule avec des floats, parce que les floats, ça me suffit, je veux juste les dessiner, ces points. Donc je crée un record orbit qui contient les deux valeurs, et puis je vais stocker ça dans un tableau. Et on a vu que potentiellement, avec Valhalla, on pouvait faire des optimisations sur le stockage de. Donc vous êtes d'accord que toutes les cases d'un tableau, c'est quelque chose qu'on a dans la heap? Bah, regarde la preuve. Ça, c'est mon tableau d'orbite. Et finalement, en fait, chaque élément de mon tableau, c'est un pointeur vers l'objet qui est stocké quelque part dans la heap. Et ce schéma, en fait, il met en lumière assez clairement deux soucis. Le premier, il est visuel quand même, c'est le surcoût mémoire. On voit que pour chaque objet, j'ai un header à chaque fois, et j'ai éventuellement des bits de padding. Pour que le CPU soit content, il faut bien aligner la mémoire. Donc finalement, pour des 8 données utiles, ici, 8 floats, j'ai énormément de données qui sont stockées en heap. Donc la quantité de mémoire nécessaire, elle est quand même trop élevée par rapport à la quantité utile de données. Et le deuxième problème, il est plus d'ordre CPU, c'est qu'en fait, à chaque fois, j'ai une référence vers quelque part où l'objet est stocké en mémoire, et potentiellement, j'ai une mauvaise localité mémoire. Peut-être que mes objets sont un petit peu disséminés dans la heap. Donc si j'itère sur mon tableau, eh ben, je vais sans arrêt aller à la chasse au pointeur, donc c'est ce qu'on appelle pointer chasing, et donc qui est assez coûteux. Ouais. Alors c'est moins coûteux qu'en C, parce que le garbage collector, quand il repart sur les tableaux, il essaye de remettre tous les objets à peu près au même endroit. Donc c'est pas si grave que ça, mais ça l'est quand même un peu. Donc finalement, est-ce que je pourrais pas, avec mes value type, avoir un stockage plus dense, donc on parle d'aplatissement ou de flattening, où je pourrais stocker ma donnée de cette manière-là. Finalement, je stocke directement le contenu, donc ma partie réelle, ma partie imaginaire. Donc là, tout de suite, si je réussis à faire ça, j'ai quand même un tableau qui est beaucoup plus dense et j'ai plus de problème de localité mémoire. Par contre... Donc notez, le tableau, je peux toujours lire et écrire, mais je vais lire et écrire à chaque fois 2 valeurs. D'accord? Mon tableau reste mutable. Par contre, les objets à l'intérieur ne le sont pas. Les instances à l'intérieur ne le sont pas. Donc quid du nul? Comment on représente nul? Bah, peut-être que je pourrais envisager ça. Bah, je rajoute un flag, un bit supplémentaire qui vaut 0,1, qui indique si l'objet est nul ou non, et si c'est nul, bon, bah, finalement, je ne m'intéresse pas au contenu. On peut se dire aussi, mais quel est le couillon qui stocke nul dans une collection ou un tableau? Non, on ne peut pas le dire, ça. On l'a tous fait. Donc, potentiellement... Ah oui, c'est pour toi, celle-là. Cadeau. Donc, un des problèmes, c'est que comme on est obligé de représenter nul, il nous faut un bit supplémentaire. Ça veut dire qu'on va payer au moins un bit supplémentaire. On peut se dire, bon, c'est pas très grave, c'est juste un bit. Mais malheureusement... Ouais, donc ça, c'est ce qu'on a dit. Ça pose des problèmes d'intégrité aussi. Ouais, mais un bit supplémentaire, ça sera pas vraiment un bit. Parce que les CPU, ils savent pas lire un bit dans la mémoire, c'est forcément un octet. Donc notre flag, ça devient 8 bits.
déjà. Et après, par défaut, les value class sont intègres. C'est-à-dire elles vont essayer de faire une seule lecture, une seule écriture. Pourquoi ? Parce qu'en Java, on peut faire plusieurs threads. Et si on commence à avoir plusieurs threads qui écrivent au même endroit en mémoire et qu'une écriture, c'est plusieurs instructions assembleurs, on peut avoir les splendides effets magiques de je vois la première valeur de l'écriture et la deuxième valeur de l'écriture de l'autre thread. Et donc je me retrouve avec des objets qui ont cassé l'encapsulation. Si j'ai fait des tests en disant ce champ-là, ça doit être le même que ce champ-là, ou ça doit être pas inférieur à une certaine valeur, ou ce genre de choses-là, je vais casser l'encapsulation. Donc par défaut, les value class ne peuvent être représentés dans la heap que sous forme de pointeurs 64 bits. Parce que les CPU, ils ne peuvent pas représenter plus que 64 bits. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est globalement l'idée. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc compte tenu de ces contraintes, comment on peut quand même réussir à optimiser les différents value types du JDK, ceux qu'on connaît, les types wrappers. Donc, par exemple, si je prends un tableau de booléens, actuellement dans Valhalla, c'est pas un tableau de pointeurs. Puisque les booleans, maintenant, c'est des value class. Donc ça veut dire que c'est un tableau avec deux valeurs. Mon boolean, alors, je ne sais pas si vous savez, mais les booleans, c'est aussi un byte. Parce qu'on ne peut pas avoir des trucs plus petits. Donc je me retrouve avec 2 bytes. C'est pas énorme, mais c'est un petit peu dommage. Mes tableaux de caractères, alors là, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, il faut que je sois capable de lire mon caractère, qui est une instance de value class, en une seule lecture. Donc ça veut dire que je dois rajouter du padding, puisque je dois être aligné. D'accord, je sais lire soit un octet, enfin je sais lire 8 bits, 16 bits, 32 bits. Je ne vais pas lire 24 bits, les CPU. D'accord. Et dans le cas où j'ai un entier, c'est pareil. Avec le padding, je vais me retrouver en fait, avec donc un Java Lang Integer, je vais me retrouver avec 64 bits utilisés au lieu de 33 bits. Ce qui est quand même un peu dommage. Petit mot rapide sur Bang, et puis on monte la petite démo. Vu qu'on est un peu short. Vas-y, passe la démo et je vais en parler. Donc pour résoudre ce problème-là, on va introduire dans le JDK une syntaxe pour dire ce truc-là peut pas être nul. Et comme ça, on n'a plus besoin du bit, on n'a plus besoin des problèmes d'alignement et ainsi de suite. Alors ça pose tout un tas de problèmes, parce que malheureusement, on ne peut pas le faire comme Kotlin. Ça serait cool, mais on ne peut pas. On va être obligé d'introduire Bang et pas le faire dans l'autre sens, parce que sinon, ça ne serait pas compatible. D'accord. Mais on va pouvoir... Donc ça, c'est quelque chose qui est en dehors de la JEP 401, mais qui est déjà dans le repo de Valhalla, et qu'on peut vous montrer. Ouais, donc ici, en fait, j'ai créé un petit record data assez simple, qui contient 2 booléens et un integer. Et avec ces options de la JVM, là, notamment celle-ci, le print inline layout, là, je vais avoir un diagnostic en fait, de comment ma donnée, mon objet, va être structuré en mémoire. Et je vois, comme vous l'a montré Rémi, finalement, mes booléens, alors, ils sont aplatis, donc ce n'est pas un pointeur. C'est vraiment, j'ai ma donnée qui est encodée directement. Elle est sur 2 octets, dont un octet de padding. Et finalement, donc avec cette... donc là, on est sur une branche expérimentale de Valhalla qui inclut ce caractère Bang, là, pour dire, ça, c'est un booléen qui ne peut pas être nul. Alors, donc, bien sûr, IntelliJ, il a du mal, mais le compilateur, ça marche. C'est quand même très expérimental. Toujours est-il que ça va compiler, ça va se lancer, il n'y a pas de souci. Et là, finalement, les optimisations vont pouvoir aller un petit peu plus loin, puisque je n'ai pas besoin de cet octet supplémentaire qui va me dire si c'est nul ou pas, puisque ça ne peut pas être nul. Et donc ici, j'ai un aplatissement mémoire qui est quand même un petit peu plus efficace, puisque finalement, mon booléen, je l'encode sur un seul octet. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire dans la heap. On n'a pas besoin de le faire au niveau de la stack. Parce que le JIT est suffisamment intelligent pour traquer est-ce que les trucs sont nuls ou pas au niveau du code. Mais on ne peut pas le faire au niveau du stockage, malheureusement en mémoire. C'est pour ça que ça marche un peu différemment. Est-ce qu'on est sur la pile ou est-ce qu'on est dans le tas? Tu as 30 secondes pour conclure, Rémi. Donc la conclusion, c'est Valhalla, c'est ce qu'on vous a montré là, c'est que la première étape. Au moins toute la JEP 401, c'est que la première étape. Ça va venir en plusieurs étapes. Il y a déjà un certain nombre de trucs qui sont déjà descendus dans le JDK.
s'il vous plaît, testez ce truc. C'est le plus gros refactoring qui a été fait. Parce que ça touche énormément la VM. Il y a la PR. Donc il y a la PR. Regardez le nombre de fichiers, le nombre de lignes. Le monsieur David Sims, son boulot, c'est de traquer tous les changements entre le vrai JDK et la branche. À plein temps. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas éventuellement à passer sur le stand A2, c'est le stand Siam. Rémi, il est pas mal souvent sur le stand. On a pas mal de choses à vous dire sur Vala, si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à mettre une petite note sur l'appli Devox. Oui, voilà. Donc, si vous avez des questions, dehors. Merci.